Bonjour Louis, excuse-moi tout de suite de par ton prénom, mais quand je t'ai vu, on a échangé tout à l'heure d'ailleurs, je suis tombé dans tes bras. Mais c'est vrai que je te connais depuis tout le temps, quand je t'ai vu arriver, petit lutin, là, face au masse merdia qui t'agressait, tu étais là en train de dire mais il se passe autre chose. Tout de suite je me suis dit mais ce gars, c'est pas un humain, c'est pas possible, il est incroyable. Donc je te tutoie tout de suite parce que je t'ai vu des centaines d'heures, mais je t'avais jamais vu en vrai, et toi en vrai, ça a été magique pour moi. Alors je te casse la patte, excuse-moi, mais c'est vrai que c'est incroyable de t'avoir entendu, d'avoir vu cette lumière, et bravo. Alors je vais faire deux petites remarques pour être rapide. La première, dans tes livres, et je les ai tous lus, et comme je suis éditeur, j'encourage tout le monde à acheter ces bouquins, il faut soutenir ce grand homme. Il en reste encore, c'est pas normal. S'il reste, je les achèterai tous. Donc, je continue. Première remarque, tu poses une question dans ton bouquin. Tu poses des questions dans ton bouquin, je vais essayer de répondre à des questions que tu poses. À un moment, tu dis, oui, mais finalement, tout ce qu'on nous a raconté, là, l'histoire du Covid, tous ces trucs qu'on invente pour nous faire peur depuis très longtemps, l'histoire de la petite bouteille qu'on a agitée en disant qu'elle allait, Powell, il agite en disant ça va tuer toute l'humanité, le Covid, on va tous mourir dans d'atroces souffrances. Puis après tu continues, tu parles aussi du réchauffement climatique, des guerres et tout ce qui se passe. Est-ce que ça ne serait pas un peu tout la même chose, le même boulga pour nous faire peur et donc pour nous asservir? Donc tu as parlé très bien de toute la manipulation mentale, la dissociation mentale, nous faire peur pour ensuite nous dire un truc et nous dire le contraire et pour nous asservir. Ça a bien fonctionné, 95 à 99% des gens ont collaboré. Tu as été un résistant, bravo. Pas beaucoup comme ça. Faut lui faire une olasse, maintenant. Donc alors, mon truc pour que je peux donner mon livre, d'ailleurs, parce que je suis éditeur de livres sur l'Ardèche depuis 50 ans. J'en ai fait 450 et je t'ai filé mon dernier, j'ai pas tout écrit évidemment, mais je t'ai filé mon dernier parce que j'avais fait un livre sur les proverbes et les dictons d'Ardèche. Et donc en parlant des dictons et des proverbes, je me suis rendu compte qu'on attaque le climat. Et dans le climat, je me suis rendu compte qu'ici à Saint-Cernin, il s'est passé des tas de trucs dans l'Ardèche. On a récolté 2 fois de la vigne dans une année. Il a neigé. Oui, je vais être rapide, oui. Il a neigé au mois de juillet, donc il y a eu effectivement des tas de bouleversements. Je réponds à ta question, oui. Dans mon livre, en Ardèche, tu vas trouver des trucs qui sont passés incroyables sur le climat, et ça marche toujours aujourd'hui. Voilà, donc en deuxième point, ma question, parce que je vais être bref, je ne vais pas faire une conférence c'est, dans ton dernier livre, tu m'as fait peur parce que tu te mets en danger, j'aimerais que tu te protèges quand même, parce qu'à un moment, tu dis, ne tournez pas cette page, il y a la bête immonde qui est juste derrière, là. Je vais vous montrer sa face, et là, tu taquines la face, là. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Tu as pas peur de prendre une position comme ça? Tu te mets en danger. Donc, la question, c'est, pourquoi tu fais ça? Merci à toi. Merci René. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont ressenti instinctivement qu'il y avait un problème et qu'on fait des choses à leur mesure. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Et je crois que même les gens qui n'ont pas compris ce qui se passait ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs ressources. Et au fond, ils n'avaient pas les ressources pour faire face à ce qui était en train de leur être raconté. Et sur cette première question du mensonge, peut-être que la monarchie de droit divin était déjà un mensonge pour justifier le pouvoir. C'est pas impossible. Pourquoi un roi dit non, c'est Dieu qui m'a dit que c'était moi qui devais être là, quoi. Enfin, bon, si tu veux, mais pourquoi t'as le sang bleu et pas moi, quoi. Donc peut-être c'est pas des histoires nouvelles, c'est juste la façon de les médiatiser qui sont un peu plus puissantes, permettent un pas d'autant plus lent, plus rapide d'accomplir des choses. Mais ça me semble pas très nouveau. Sur la question du changement climatique, moi je suis très prudent parce que je pense qu'on a un vrai problème de relation à la nature et au vivant. Très profondément. Notre société industrielle est extractiviste et en prédation sur le vivant, et y compris en nous-mêmes. Et donc, il y a un vrai souci de ce côté-là. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de méprise, parce qu'il y a beaucoup d'écolos dont j'ai fait partie, qui ont associé complètement cette question du vivant à la question du changement climatique. C'est ce qu'on leur a fait croire.
en disant, en fait, tout ça est soluble dans du CO2 et un nombre de degrés Celsius. Mais c'est un peu comme dire le Covid est soluble dans un R0 et un vaccin. Non, c'est pas si simple. Il y a des traitements, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et à chaque fois, on essaye de simplifier les choses. Alors qu'à mon sens, il faudrait les complexifier. Et donc là, en 2 minutes, sur la question du changement climatique, je crois pas qu'on arrive à complexifier les choses. Parce qu'il y a effectivement des endroits où ça se réchauffe. Temporairement, les glaciers, mes copains qui sont en train de marcher sur les glaciers en tant que guide de haute montagne. J'ai la chance de connaître pas mal de guides de haute montagne, d'avoir pu intervenir au syndicat des guides de haute montagne. Eux, ils témoignent que la montagne n'est pas comme elle était avant, dans le temps d'une vie. Après, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme ça partout pareil? Est-ce que c'est localement? Est-ce que pour complexifier? Et encore une fois, est-ce que ça amène une solution? Si on parle de changement climatique, de CO2 et de température, on va optimiser le CO2 et la température. Donc en gros, vous asservir à dire c'est ta faute. Si le climat change et qu'on vit dans un monde invivable, c'est ta faute, et donc tu vas prendre des douches froides en disant prends ça Poutine. Vous avez dit ça un peu, avec ceux qui n'ont pas suivi. Et le ministre qui a dit ça, vous allez prendre des douches froides et vous direz à chaque fois prends ça Poutine dans votre douche froide. Tu te défies, regarde, mais de quoi vous parlez quoi. Et donc, l'idée c'est, non, le capitalisme extractiviste industriel tel qu'il est formulé aujourd'hui détruit le monde de manière accélérée. Et on fait porter la responsabilité sur l'individu en disant tu vas avoir un compte carbone comme ci et tant de degrés Celsius comme ça et payer. Bon, encore une fois, c'est une imposture quoi. C'est un autre endroit que ça se joue quoi. Mais quelque part, si vous retournez les choses, ça vient nous dire aussi mais peut-être que effectivement ça dépend de moi, que ça commence d'abord par moi. Comment je peux changer ma relation au vivant dans ma vie, dans la nature autour de moi? Est-ce que je veux un chemin propre, mettre du Roundup, passer mon temps dans des mauvaises herbes? Ou est-ce que je vais commencer à parler de plantes bio-indicatrices, laisser pousser la biodiversité, essayer de ressentir et de m'ajuster à ce qui se passe dans le jardin, dans la ville, dans les gens autour de moi? Et avec cette idée de changer de paradigme pour sortir de contrôler et prédire, pour aller vers ressentir et s'ajuster. Et puis le troisième élément, tu parles du danger et d'affronter le monstre. Ça, chacun son histoire individuelle. Mais moi, mon histoire à moi, c'est d'avoir été un trouillard, d'avoir été peureux enfant. Alors, pousser ma sœur devant moi dans le couloir de l'endroit où on vivait en disant bon, s'il y a un monstre, elle sera bouffée, quoi. C'est ma petite sœur, mais j'ai le grand frère, la classe. D'avoir eu peur des livres dont vous êtes le héros de mon frère, des couvertures, où il y avait des vampires, des monstres, ça me faisait peur, je les cachais au fond de la bibliothèque, tellement c'était dur pour moi. Peut-être que j'étais un enfant très sensible à la question de l'image, et ça m'a protégé de l'image. C'est-à-dire qu'après, j'ai mis une barrière. Par exemple, je ferme les yeux, je pense à ma maman, je ne la vois pas. Je la ressens, je l'entends des histoires, mais je ne la vois pas. Il y a des gens qui ferment les yeux, ils pensent à quelqu'un, ils le voient. Ben moi, je n'ai pas d'encodage mémoriel visuel. C'est handicapant, et en même temps, c'est protecteur. C'est à moi, le cinoche, la télé, en fait, je me suis protégé, j'ai jeté la télé depuis bien longtemps, quoi. Les écrans d'ordinateur, c'est pareil, je sais qu'il y a une durée maximale, il y a des images que je ne veux pas voir. Je sais qu'elles sont trop puissantes. Et donc, je me protège de ça. Mais par contre, ça m'a poussé ensuite à être plutôt audacieux et à toujours dire, c'est à cet endroit-là où ça me fait peur qu'il faut y aller. Et là, je vais vous raconter une histoire intime, mais parce que pour moi, elle a été initiatique. J'avais peur des punks, des skins à l'époque, et des junkies. Parce qu'il y en avait beaucoup à côté de chez moi. J'avais peur de ça. Et quand je m'en suis ouvert à ma maman, elle m'a dit, bah viens, on y va. Et elle m'a emmené, elle m'a pris la main, elle m'a emmené, et on est allé au milieu d'un groupe de ski. Je sais pas, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Puis elle s'est mis à parler avec eux. Elle s'est mis à discuter, à aller gratter l'humain, le vrai, à l'intérieur du ski. Et il y avait des humains, aussi surprenants que ça puisse paraître. Moi j'avais 8 ans, j'étais terrorisé. Et j'ai vu que c'était possible. Qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui faisait peur, en fait, il y avait du vivant, en fait, il y avait de la souffrance, en fait, il y avait de l'humain, tendre et surprenant. Ça m'est arrivé une deuxième fois, avec des gitans, au milieu d'un camp de gitans, à 23h, sur une embrouille X ou Y, peu importe, et où il a fallu y aller pour de vrai. Et à chaque fois que j'y suis allé, la peur a disparu, et l'ouverture de possible s'est faite.
Alors, je vais raconter des histoires avec des gens, mais si vous avez sauté du bord d'une falaise dans l'eau, dans l'Ardèche, je sais pas quoi, vous savez qu'au début, vous voulez pas y aller, vous avez peur, vous faites 3 pas, et puis au moment où vous y allez, ça y est, c'est fini, et puis poum, c'est terminé, ça y est, j'ai sauté dans l'eau. En fait, je peux le faire. Je peux sauter de 3 mètres de haut, quoi. Là, vous allez vous prendre un plat de temps en temps. Vous savez qu'il faut faire attention, il faut regarder une posture juste et alignée. Et donc pour moi, affronter la peur, c'est une manière de progresser. C'est une manière de gagner en puissance d'agir sur ce monde. Voilà. Donc pour moi maintenant, c'est devenu mon chemin à moi. Et je pense que, comme dans les jeux vidéo, il y a des boss de fin de niveau de plus en plus gros. Et si tu t'attaques au boss de fin de niveau 74 alors que tu es niveau 1, tu te feras défoncer, c'est pas la peine. Tu veux t'attaquer à Bill Gates, c'est pas la peine. Tu veux t'attaquer à Jacques Attali, c'est pas la peine. C'est pas assez beau. Par contre, localement, ici et maintenant, là je peux faire quelque chose. Et une grosse partie de ce que je vois comme errance dans les collectifs, c'est l'envie de changer le monde. Alors, c'est touchant, c'est idéaliste, mais en fait le travail il est banal. Il est extrêmement banal au sens médiéval du terme. J'ai expliqué plusieurs fois, mais au Moyen-Âge, le moulin banal, le four banal, c'est ce qui est au milieu du village, et normalement qui nous est en partage. Le four, il est là, et on va décider ensemble la fournée. Qui fait du pain quand? Et on le fait ensemble. Le moulin banal, c'est pareil, on va moudre ensemble et on va décider qui fait quoi quand. Les roubines, la savon de Provence, c'est l'utilisation de l'eau pour les paysans. Ils décident ensemble comment ils gèrent les réseaux d'adduction d'eau et d'irrigation. C'est ce qu'on appelle des communs. Et donc ce travail banal, il est là, on veut mettre de la merde dans la tête de vos enfants dans les séances d'éducation sexuelle à l'école. Mais vous êtes LGBTQIH+, si vous voulez, vous en faites partie. Ça, votre nom secret, il est à vous. Le nom public que vous prenez, il est pour jouer à la chose publique et banale. Vous voulez y aller. Je suis une association LGBTQIH+. Je suis hétérosexuel, ça tombe bien. Donc je fais partie du groupe. Et donc je vais faire une assoce qui va prendre des fonds publics et des fonds de l'Union européenne pour aller faire des cours d'éducation à la relation et à la vie sexuelle aux enfants. Mais je vais le faire à ma façon. Vous utilisez le système, vous vous emparez du système, vous rentrez dedans. Toutes les mamies ici disent nous sommes des mamies et on veut que soient éduqués autrement les enfants. Enfin, en tout cas, on a décidé sur la question. On y va. À un moment, on rêvait d'un truc, je vous le raconte là, on n'a pas fait, puis j'ai fait une vidéo, c'est bon. Mais comment je vais le raconter? Il y a deux versions. À Necker, à l'hôpital d'enfants malades, il y avait un internat à tout casser. C'est des feux d'artifice, tout ça, des fêtes jusqu'à 5h du mat, tous les soirs, bref. Donc, les riverains n'en pouvaient plus, quoi, plainte sur plainte, etc. Et puis, il y a une association qui est arrivée, l'association des riverains de l'hôpital Necker, et qui a commencé à demander des cotisations à tous les riverains, en disant on va faire un procès aux internes, pour la salle de garde, pour les empêcher de faire des nuisances, etc. Puis, personne n'a compris. Mais cette association, c'est les internes qui l'avaient créée. Et donc, ils utilisaient l'argent des riverains pour financer leurs donneries. Et donc, évidemment, vous devez le faire. Vous faites une entreprise de vidéosurveillance. Vous passez un accord avec la mairie. On va vous installer des caméras, ça va être au petit zone. Vous mettez toujours la même image, la rue, tout va bien. Puis le jour où vous dites il y a eu un accident, il faut me dire ce qui s'est passé, ça. Zut, les bandes ont coupé. Comme Epstein dans sa prison, tiens. Bizarre. Ce jour-là, ça n'a pas filmé. Et vous prenez le pognon public pour surveiller, mais vous ne surveillez pas. En fait, c'est renoué avec l'idée du jeu. Le jeu JEU, le jouet, tout ça est savoureux. Le danger a une composante de jeu et de rigolade. Si vous prenez l'ensemble de ce qui se passe à l'Élysée aujourd'hui, c'est une vaste plaisanterie, quoi. Vous avez quoi faire des blagues toute la journée, quoi. Vous pouvez vous coucher par terre, ou alors le prendre au grotesque, quoi. Dire tout ça, c'est un grand spectacle à ciel ouvert, quoi. On est dans un asile de tarés à ciel ouvert. Ok, on va en rigoler. Et à partir du moment où vous mettez à en rigoler, à en rire et à jouer, tout plein de possibles s'ouvrent. Parce que dans votre Lego, dans votre monde en Lego, là, avec les Playmobil que vous actionnez, mais vous faites ce que vous voulez, hein. S'il y a une forêt magique, s'il y a un enchanteur, s'il y a un dragon, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est vraiment, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment un moment, faire le déclic, de dire, je vais vers cette idée de la joie et du jeu, je renoue avec l'enfant que je suis. Je suis capable de transformer ce monde, en fait. Je passe mon temps à le transformer. Je ne suis pas incapable, je ne suis pas impuissant. Et je vais dire peut-être un dernier mot, après on va y aller si vous voulez. C'est
Jean-Gilles Agamben, c'est un philosophe contemporain italien qui a présidé à la 100e du Conseil scientifique indépendant et qui est un peu l'équivalent de Hannah Arendt vivant. Et lui, il dit un des remèdes à tout ce qui nous arrive, et il est très au clair sur la question du totalitarisme, etc. Un des remèdes, c'est la fête. C'est des activités non marchandes, non économiques. Tout ce qui concerne quelque chose qui n'a pas de but en soi, en fait. C'est du jeu, c'est de la joie. C'est aller danser comme on l'a fait l'année dernière avec les danses traditionnelles qui sont là. Se réunir et célébrer ensemble de la joie. Se recharger les batteries, de sortir de la journée, de dire ah, je me sens fort, j'ai envie de bouffer du lion, tac, demain je me présente à la mairie, tac, je ne sais pas quoi, je fais une sauce comme ci, comme ça. Et la fête est là pour ça. Donc faire la fête, à mon avis, me semble très important. Et peut-être vous avez vu que dans toutes les périodes de l'histoire très tendues, les années 30, après la crise de 29, etc., vous avez Django Reinhardt, vous avez toutes ces femmes, vous savez, bien habillées, de façon Art Nouveau, qui vont danser avec le grand fume-cigare, je sais plus comment on appelle ça. Et il n'y a jamais eu autant de fêtes qu'à ce moment-là. Et donc moi je pense que c'est intéressant de faire la fête, d'être joyeux, de célébrer. C'est pas être dans le déni, hein. Il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable. Il s'agit de se recharger les batteries, de nourrir la vie sociale pour ensuite être individuellement prêt à aller affronter les dangers. Et affronter les dangers, ça va vouloir dire un certain nombre de deuils. Je renonce à. Je ne fais pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Ils disent qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux non faire? Qu'est-ce que tu peux non agir? Qu'est-ce que tu peux ne pas investir? Comment ne pas nourrir le monstre? Une fois que tu as fait ça, ça ouvre des pistes à l'agir juste. Si tu ne vas pas à Carrefour et à Leclerc, comment tu fais? Et là, tu te rends compte que tu n'as pas de réseau d'approvisionnement de bouffe. Ok, je le crée. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'ai peur d'école, etc. Comment je non-agis à cet endroit-là? Et ensuite, j'agis juste. Je fais cette association de mamie qui vont proposer des cours d'éducation relationnelle et à la vie sexuelle. Parce que c'est un gros sujet, c'est un vrai gros sujet. J'ai un problème avec la monnaie. J'ai peur des CBDC. Ok, comment je fais une fois que j'ai des... Je ne paye plus, déjà je ne donne plus d'énergie au monstre. Je ne mets plus d'argent dans toutes ces épargnes à la con qui ne servent à rien. J'arrête ça. Je mets mon argent dans des choses qui ont du sens. Le jeune qui s'installe en permaculture à côté, la jeune qui fait une boulangerie bio là, il y en a de quoi financer, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a tous les journaux qui proposent des contenus différents, qui font des appels aux dons. Ne vous inquiétez pas, hein, mais l'argent n'est jamais le moteur premier. Je vous ai dit, avec l'Info-Covid, il n'y avait pas d'argent. Pourtant, on a fait beaucoup de choses, on a l'impression, en tout cas, on fait des choses. Et ce qu'on a constaté, c'est souvent les gens n'agissent pas en disant oh, on n'a pas de pognon. C'est pas le moteur. L'argent, il vient tout seul quand il y a besoin. Vraiment, hein, quand vous êtes juste, quand ce que vous êtes en train d'accomplir est en résonance avec le besoin du monde, ça se fait. Et aujourd'hui, vous avez tellement de possibilités de faire avec tous ces outils que ce serait dommage de s'en priver. Quoi. On a vraiment, voilà, ne serait-ce que mettre des commentaires sous un truc YouTube, vous vous astreignez tous les matins à le faire. En bon, on avait fait un truc qui s'appelait Opération Icon. On n'en a pas parlé, c'est pareil, ce sera pas dit. C'était pour défoncer YouTube et l'algorithme. Et donc, on avait créé des playlists de vidéos à regarder et on a fait un petit programme qui pouvait s'implémenter sur l'ordinateur des gens et qui fasse ouvrir plein d'onglets différents avec des connexions différentes sur YouTube, pas la connexion Gmail, enfin des navigateurs différents, et qui à chaque fois regarde des vidéos comme ça et les fasse tourner en boucle en vitesse x2 pour faire du minage de vues. On va miner des vues. Là, c'est mon principe. Ce qui fait qu'à la fin, si on multiplie par 3, par 5, par 10 le nombre de vues par rapport à ce qu'elles ont été vues vraiment. Et donc, à la fin, toucher à 1,5 million de vues. Et donc, l'algorithme ne peut plus le shadowbanner. Parce qu'on sait quand on dépasse le million, ça y est, c'est les millions, c'est parti. Et c'est ce que fait le système. Il le fait pour la tronche en biais, il le fait pour plein d'enfoirés qui passent leur temps à répondre des saloperies. Et donc, on peut le faire. Quand j'étais petit, il y avait une application qui s'appelait Recherche de la vie sur Mars. Et on mettait sur son ordinateur, sur son bureau, un truc qui travaillait, qui faisait des calculs toute la journée pour chercher de la vie sur Mars avec des astrophysiciens. Bon. Et aujourd'hui, s'il y a des codeurs qui savent faire ça, ils nous font un petit programme qui d'emblée va récupérer les vidéos, le transcript, le met dans ChatGPT Splitter, le met dans ChatGPT, fait une synthèse en 10 points, le met dans WordPress, c'est que une suite d'ordre, c'est con comme la lune, hein, comme programme.
le mettez dans une suite d'ordre sur WordPress, sur votre site internet ou votre blog, et ça y est, tous les jours vous générez du contenu. Et c'est juste, vous avez mis une application qui tourne en veille sur votre bureau. Quoi. Et ça, c'est là où on a besoin des jeunes, qu'ils la fassent, et donc nous, on a la force de frappe ensuite pour la diffuser. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Il y en a qui veulent encore témoigner ou parler. Je vous dis un truc, à Valréas, il y a quelqu'un d'Valréas qui est là, mais on avait fait circuler un panneau avec toutes les assos locales, et les gens avaient marqué ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils étaient, leur numéro de téléphone. Et je pense que pour les prochains événementiels, ça peut être vraiment intéressant de venir voir ce qui se passe chez vous, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Ardèche, mais et parfois les gens ils viennent me voir et disent il se passe rien chez moi. Juste avant j'avais quelqu'un qui est à 2 km qui dit on fait une assos comme ci, comme ça, tout ça. Et c'est dommage. Ça vaut le coup de profiter de ce genre de moment. Oui, merci d'être venu aujourd'hui et de votre conférence. Moi, j'avais une question vis-à-vis de la science politique. Parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé dans le Covid, notamment. En fait, ça vous a fait, personnellement, en tout cas, ça m'a fait me rendre compte de cette pièce de théâtre politique. Mais en même temps, ça m'a fait aussi prendre conscience de à quel point la politique, c'est le social, c'est le lien entre nous tous. Et donc, c'est cette ambiguïté, en fait, avec le politique aussi qui m'a sauté aux yeux durant la période Covid. Et aujourd'hui, je suis étudiante en sciences politiques, mais en fait, c'est très compliqué, en fait, de savoir, en fait, comment trouver le juste milieu, en fait. Merci beaucoup. Merci. On nous a souvent proposé de faire de la politique, il y a plein de partis politiciens qui nous ont approchés, etc. Moi et d'autres dans l'infopolitique, et à chaque fois on a dit c'est pas notre mission, c'est pas chacun son travail, mais pour moi tout ce qu'on a fait est politique, mais pas politicien. Ça a à voir avec la vie de la cité. Et essayer d'autonomiser les gens en disant il n'y aura pas de sauveur, en fait pas parce que vous élisez Mélenchon, Philippot, ou qui que ce soit, que ça va changer, c'est pas vrai, les conditions systémiques sont les mêmes. Donc vous mettez un acteur ou un autre, ça ne changera pas, même s'il a la meilleure volonté du monde, je pense. C'est les conditions systémiques qui ne vont pas. Donc à quel endroit il y a des possibilités de transformation? Pour moi, ça commence à un niveau banal, encore une fois. C'est le village, la ville, les voisins, ensuite la commune. Après, il y a la communauté de communes. Là, déjà, vous rentrez dans la technocratie lourde. Et il y a tout un champ à explorer de ce côté-là. À mon avis, s'il y a des envies politiciennes, c'est plutôt à un niveau local qu'il faut le faire, parce que c'est un niveau où vous pouvez changer les choses. Je crois, encore maintenant. Même c'est très dur d'être maire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de conditions administratives à la con, et que pour le moment, vous ne pouvez pas être maire tout seul. Il faudrait un groupe pour réussir à prendre une mairie et dire ok, je suis la tête de groupe, mais en fait, on va travailler à plusieurs en même temps. Quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas la solution ultime. J'ai l'impression que qu'il y a un gros travail à faire là, de défrichage sur ce que c'est que la vie politique.